Alors, je vais faire ma présentation en plusieurs parties, en commençant par rappeler les grands enjeux. Alors le grand enjeu que tout le monde connaît très, très bien, c'est l'enjeu du réchauffement climatique. Je ne vais pas y revenir, sauf pour redire des éléments qui sont connus maintenant par un grand nombre, mais qui méritent toujours, une petite passe. C'est qu'on a déjà augmenter la température moyenne à la surface de la Terre de 1,1 degré et que les perspectives pour qu'on reste en dessous de 1,5, elles sont maintenant nulles, que les perspectives qu'on reste en dessous de 2 degrés, elles sont très très faibles et la plupart des gens estiment que ça va être supérieur à ça. Des gens, je veux dire des scientifiques. Mais la question du climat, en fait, c'est pas la seule question qui concerne l'environnement. En fait, il y a quand même un certain nombre d'enjeux qui sont pas complètement indépendants du climat, mais qui sont pas, une conséquence du réchauffement climatique. Par exemple, il y a le grand enjeu du changement d'usage des sols qui celui-là, vous devez bien le connaître, à l'INRAE. Évidemment, la perte de biodiversité, tout un tas d'enjeux autour du du cycle biogéochimique, les questions, d'augmentation du niveau des mers et cetera et cetera. Et le problème avec, tous ces enjeux-là, c'est qu'ils sont en plus, reliés les uns aux autres et il y a des boucles de rétroaction entre, ces enjeux qui peuvent être, positives ou négatives, mais en tout cas qui font que la situation globale est beaucoup plus, problématique que ce qu'on peut imaginer avec le seul changement climatique qui déjà en soi pose, des enjeux qui sont colossaux. Alors évidemment, si on avait une planète, ah non, je voulais quand même vous donner un exemple avant de poursuivre sur, les enjeux qui ont des boucles et qui sont, dépendants les uns des autres. C'est l'exemple de la biodiversité dont beaucoup de gens pensent que l'effondrement de la biodiversité est relié, principalement au réchauffement climatique. Or la principale cause de perte de biodiversité, c'est l'usage des sols et les questions sur l'usage des sols, sont pas reliées au réchauffement climatique, mais plus à l'industrialisation, à l'agriculture et cetera et cetera. Alors tout ça ne serait pas un problème en fait si on était sur une planète, soit de beaucoup plus grande taille, soit, avec une population beaucoup plus faible. Mais en fait, on est sur une planète avec des limites et donc c'est là qu'on se heurte à un mur, c'est que la planète n'est pas capable d'absorber, tous les changements qu'on lui impose avec nos modes de vie. Ici, je vous ai mis un schéma qui est quand même maintenant bien connu, qui a été, fait par, une équipe, de chercheurs en 2009 et qui a été mis à jour par des recherches successives et qui montre, vous voyez la planète Terre au centre. Je ne sais pas si vous voyez ma souris et tout autour, on voit les grands enjeux, environnementaux et les zones oranges montrent à quel point on a dépassé les limites, de capacité d'absorption de la planète et donc chaque fois qu'on est dans cette zone-là, en fait, il y a énormément d'incertitudes et on ne sait pas, comment on va pouvoir gérer le problème. OK, alors tout ceci étant posé, tout ce contexte étant posé, on va venir maintenant à la question des déchets numériques. Vous verrez dans cette, présentation que je ne vais pas parler strictement uniquement des déchets numériques parce que le numérique, les équipements numériques en tant que déchets, ils ont pas un traitement spécifique. En fait, le numérique en tant que déchet, et ben, se traite avec tout un tas d'autres, équipements et fait partie d'une grande classe qui s'appelle les déchets d'équipements électriques et électroniques. Alors là-dedans, depuis très récemment, là, il y a 7 catégories. Donc les équipements d'échange thermique, c'est les radiateurs, mais aussi les congélateurs, les frigos et cetera. Les écrans et les équipements qui possèdent un écran de plus de 100 cm² font l'objet d'une catégorie spécifique parce qu'il y a des traitements spécifiques. Les lampes, les gros équipements électriques et électroniques, les petits équipements comme les sèche-cheveux et ce genre de trucs.
Il y a maintenant une catégorie spécifique pour les petits équipements informatiques et de communication, mais c'est très récent, hein, ça date d'1 an et puis enfin les panneaux photovoltaïques. Alors, il y a, un ensemble de réglementations qui régissent, le ce qu'on fait de ces déchets-là. Déjà, vous connaissez probablement cette poubelle barrée là, qui est apposée sur tous ces types d'équipements, qui veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre ses déchets dans la poubelle, normale. Donc ça, c'est en rapport avec une directive qui s'appelle la directive D3E, qui date du début des années 2000, qui a été révisée et qui est implémentée, dans tous les pays européens. Elle instaure notamment le principe de la responsabilité du producteur. Elle fixe des taux minimums de collecte et puis, des taux minimums de recyclage matière. Il y a une autre directive qui s'appelle la directive RoHS qui, interdit au-delà d'un certain pourcentage, l'utilisation de substances dangereuses dans ces équipements. Vous voyez, elles datent aussi du début des années 2000. Elles ont été faites les 2 à peu près en même temps et par exemple, cette directive-là, elle a eu une incidence assez forte sur les chaînes de production puisque, il y a des produits qui ont été, quasiment interdits, hein. Vous voyez le plomb, le cadmium et cetera, qui étaient des produits, qui étaient des matériaux qui étaient utilisés, beaucoup avant et donc ça a provoqué des changements qui vont au-delà, des changements imposés pour l'Europe puisque quand des chaînes de production de composants électroniques doivent s'adapter à telle directive, finalement, elles le font pour une grosse partie du monde. Donc, enfin, j'insiste un peu là-dessus pour dire qu'il y a quand même, ça sera un de mes seuls messages positifs de la présentation, il y a quand même moyen, via des directives, des aspects législatifs, de faire bouger les choses. Et puis, il y a une convention qui s'appelle la convention de Bâle, qui contrôle les mouvements, transfrontaliers des déchets dangereux et puis leur élimination et qui, en gros, interdit d'exporter, des pays de l'OCDE, des déchets dangereux. Les cartes électroniques, les écrans font partie des déchets dangereux. OK. Alors malgré ça, malgré toutes ces directives et ben, on est dans une situation où on voit, des des traitements de déchets qui sont, tout simplement catastrophiques et là, j'ai décidé là, pour commencer cette présentation, de vous montrer un tout petit extrait de 4 minutes d'un documentaire qui s'appelle «Déchets électroniques, le grand détournement», dont je vous ai mis l'adresse, parce qu'il est accessible sur YouTube. Cette folie économique se répète inlassablement depuis 20 ans. À Accra, au Ghana, l'afflux de déchets est tellement massif que le pays n'a pas réussi à faire face. Et il en paye aujourd'hui le prix fort. Dans la banlieue de la capitale, la décharge d'Agboblochi est considérée comme l'une des zones les plus toxiques au monde. Mike Anane est un journaliste d'investigation. Il connaît ce terrain dans les moindres recoins. Il y a vu grandir et mourir des centaines d'adolescents. Près de 40 000 personnes travaillent ici sur les déchets électroniques. Ils les démontent entièrement. Voici le type de recyclage qui est fait ici. Mais évidemment, ce n'est pas une bonne façon de faire. C'est tellement dangereux. Beaucoup d'entre eux ont déjà ingéré des métaux lourds dans leur corps et ça attaque leur santé. On parle ici de cancer et de toutes les maladies qui vont affecter ces adolescents au cours de leur vie. Ici, l'économie est organisée pour que chaque pièce soit démontée vis après vis, 365 jours par an. Ce qui fait tourner les têtes, c'est le cuivre, l'aluminium et la ferraille. Une économie de la misère qui ne rapporte pas grand-chose. La plupart des ouvriers ne gagnent pas plus de 40 € par mois. Combien ça vaut? Moins de 2 €. Pour 500 grammes.
Et pour l'aluminium, c'est combien? 500 grammes, c'est 50 centimes d'euros. Il y a encore 20 ans, cette vaste étendue abritait des pâturages et une lagune. On y venait pêcher ou se baigner. Je vais vous dire un truc. Vous voyez ici, là où on se tient, c'était rempli d'eau avant. Maintenant, c'est plein de couches de déchets. Ordinateurs, débris de verre, etc. Il y a certains endroits où vous sentez que ça tangue. Il y a de l'eau. Tu comprends? On ne peut pas marcher ici. Si tu viens ici, tu peux être enseveli jusqu'au nez. Même avec l'aide de 2 personnes, tu ne pourras pas sortir. Dans la bouche, un goût de plastique brûlé donne la nausée. Dans le ciel, les particules noires de carbone recouvrent tout sur leur passage. La faute à ce que l'on appelle ici le four. Tu vois, ça c'est un réfrigérateur. On va l'utiliser pour brûler des câbles. On va récupérer la tôle, le fer. À l'intérieur de tout ça, il y a le cuivre. C'est pour ça qu'on les brûle. Les fumées toxiques qui se dégagent de la zone contaminent toute la ville, hommes, troupeaux, étals de marché, à des kilomètres à la ronde. Un mal invisible qui tue la population à petit feu, de génération en génération. Bon, quand on est en présentiel, on passe toujours un petit temps après avoir regardé ça parce que c'est pas simple, à absorber ces images, ça touche, ça perturbe. Depuis, ce documentaire, cette, décharge qu'on vient de voir là, elle a été fermée, mais il faut pas se leurrer, il y en a certainement une autre, sûrement une autre qui a été ouverte, pas très loin de ce site-là et en fait, des sites, de trafic illégal, de déchets électroniques, il y en a beaucoup. Ici, vous voyez 2 cartes. C'est un travail qui date de 2016, donc c'est un peu ancien maintenant à l'échelle des trafics. J'en ai pas trouvé de plus récente, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est pas arrangé depuis ce temps-là. Ça s'est même plutôt dégradé. Ce que vous voyez sur la gauche, les zones qui sont en rouge, c'est tous les pays qui sont destinataires des déchets électroniques. Ceux en jaune, c'est ceux qui sont émetteurs. Donc ceux qui sont en rouge là, à gauche, c'est ceux qui sont, confirmés et ici à droite, ceux qui sont en violet, c'est les pays qui sont suspectés d'être, destinataires de déchets électroniques. Il y a eu quand même par rapport à cette carte-là, il y a eu une évolution positive puisque la Chine, dans l'intervalle, a légiféré et interdit l'entrée sur son territoire de déchets électroniques. Alors, je me suis dit que j'allais, vous expliquer quelles sont les grandes raisons, les éléments qui font que ce trafic est là, et qu'il se passe ce qui se passe avec ces déchets. La première raison, c'est que, alors surtout pour le numérique, mais dans l'ensemble des déchets électriques, électroniques qui contiennent maintenant beaucoup de numérique, hein, il y a beaucoup de métaux différents. Alors ne vous attachez pas au code couleur, regardez simplement sur ce slide-là, les cases ou de ce tableau périodique qui sont grillagées. Toutes ces cases-là, ça correspond aux métaux qu'on trouve actuellement, dans des objets comme, des smartphones ou des ordinateurs. Il faut se rappeler qu'il y a, 50 ans, 100 ans, dans un téléphone, basique, il y en avait 12, hein, des métaux, hein, donc ça fait une énorme différence. Donc on trouve beaucoup de choses dans ces déchets-là. Donc ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est que, la concentration en métal qu'on trouve dans ces déchets-là est, pour certains métaux, supérieure à la concentration
des mêmes métaux qu'on trouve dans les mines. Ce graphique-là, il représente donc en ligne, chaque ligne, c'est un métal différent et sur l'axe des abscisses, c'est la concentration, ou la dilution, mais en tout cas, je vous ai pointé la concentration. Qu'est-ce que ça nous montre ça? Donc par exemple pour l'aluminium, ce que ça nous dit, c'est que la concentration dans les mines de l'aluminium, c'est le petit point rouge, elle est supérieure à la concentration dans les cartes électroniques. Mais si on prend par exemple, vous voyez, l'argent, là-haut, et ben, la concentration en argent dans les cartes électroniques, elle est supérieure à la concentration dans les mines. C'est pareil pour l'or, c'est pareil pour le cuivre, c'est pareil pour un certain nombre de métaux. À tel point d'ailleurs, il y a une telle concentration dans ces objets-là qu'on parle maintenant de mines urbaines. Et ça, forcément, ça génère un regain d'intérêt pour ces déchets-là. La troisième raison, c'est que, en termes de valeur, comme il y a de l'or, du cuivre, il y a de l'aluminium, puis il y a un certain nombre d'autres métaux, mais dont des métaux, vous voyez, dans ces objets-là qui sont très, très chers, dont l'or, hein, principalement, eh bien, ça attire, forcément la convoitise, et on l'a vu d'ailleurs dans le documentaire où dans ce documentaire, eux, ils sont à la recherche de cuivre, le cuivre étant en quantité beaucoup plus importante que l'or dans ces déchets, mais vous voyez qu'en termes de valeur, c'est quand même l'or qui l'emporte, hein. Là, je vous ai mis les prix de cotés en bourse de ces métaux-là, là, il y a quelques jours. La quatrième raison, c'est qu'il y a une augmentation importante des déchets électroniques qui sont générés par an là depuis 2014. Alors vous pourrez me dire, ou vous pouvez imaginer que c'est lié à l'augmentation de la population, sur terre et puis à l'accès, de populations qui étaient jusque-là, en dehors des circuits de consommation de ce type d'équipement, mais en fait, non. Ceci n'explique pas tout puisque vous voyez sur la gauche, l'augmentation, par personne, augmente en fait. Ce qu'on voit ici, c'est l'augmentation par personne. Donc, en moyenne là, d'après ce rapport-là qui est un rapport, dont je vous ai mis la référence, actuellement, on est à, un peu plus de 7 kilogrammes d'équipements électriques et électroniques par habitant et par an, de déchets d'équipements électriques et électroniques qui sont générés par an. Vous voyez, c'est colossal, en fait. Même si vous vous posez la question pour vous-même, où est-ce que vous trouvez ces 7 kilogrammes? Mais en fait, en France, vous verrez qu'on est beaucoup plus que ça. Et donc ces déchets augmentent et si on regarde catégorie par catégorie pour voir, qu'est-ce que c'est qui augmente beaucoup, pas beaucoup, on se rendra compte qu'évidemment, tout ce qui est échange de froid, ça augmente beaucoup et puis par contre, vous voyez, si on regarde les écrans, on se rend compte qu'il y a une diminution entre, 2014 et maintenant. En fait, cette diminution, elle est juste due au fait qu'on est passé des écrans cathodiques aux écrans plats et que du coup en poids, ça se réduit. C'est la même chose pour les petits objets, informatiques. Les objets informatiques, en fait, on n'augmente pas tant que ça, vous voyez? On augmente de 2 depuis 2014, mais c'est en poids encore une fois et en fait, quand on regarde en nombre d'unités, en fait, ça augmente beaucoup plus que ça. Donc cette quatrième raison, c'est que le nombre d'objets globalement qui sont générés sur terre, des déchets d'équipements électriques et électroniques augmente. L J'ai dû me tromper de numérotation là, bon enfin c'est pas grave. La raison suivante, c'est que, au niveau mondial, en fait, si on regarde au niveau mondial le devenir des déchets d'équipements électriques et électroniques, on voit sur ce graphique-là que l'essentiel, le grand essentiel, plus de 82 en poids de ces déchets-là, ils partent dans des filières qui ne sont pas documentées et probablement, même sûrement, pas correctement recyclées. Il y a que 17,4 des déchets d'équipements électriques et électroniques qui sont, correctement collectés, correctement recyclés et pour lesquels c'est documenté.
Donc en fait, il y a matière à trafic, vous voyez? D'autant plus qu'on estime, alors vous voyez la fourchette elle est large, hein, c'est entre 7 et 20 que, 7 à 20 des déchets d'équipements électriques et électroniques sont exportés soit sous couvert de dons, d'équipements encore fonctionnels, soit sous couvert de déchets électroniques. Une autre raison de cette situation, c'est que finalement, si on regarde au niveau mondial combien il y a d'industries ou où sont les industries, qui sont capables de traiter correctement, ce type de déchets, notamment les cartes électroniques, on se rend compte que franchement, il y en a moins que 10. Ici, je vous ai mis les plus importantes et qu'est-ce qu'elles étaient capables de récupérer comme métaux. Et en fait, si on regarde leur localisation géographique, on se rendra compte que c'est plutôt, dans les pays qui sont très développés, où il y a beaucoup de consommation de produits électriques et électroniques et par contre, il y en a pas, dans les régions du monde, qui reçoivent justement des tas de déchets électroniques et qui reçoivent aussi des équipements de seconde main. Hem et même d'ailleurs, regardez, si vous regardez les métaux qui sont récupérés là par ces grosses entreprises, en fait, vous verrez qu'on n'en récupère pas tant que ça, puisqu'il faut savoir, par exemple, dans un smartphone, il y a plusieurs dizaines de métaux différents. Vous voyez Umicore, en fait, aujourd'hui, Umicore, en Belgique, il récupère une vingtaine de métaux sur une carte électronique. Donc ça, c'est les règles de l'art, hein. C'est l'état de l'art, en fait, ce que je vous montre là. Et donc l'état de l'art, il est dans les régions du monde où on produit et on consomme de l'électronique, sans surprise. Une autre raison, c'est que, la collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques a du mal à s'organiser, n'est pas organisée et quoi qu'il en soit, elle est très, très largement insuffisante. Alors évidemment, dans les régions du monde qui sont pas organisées d'une façon générale, où il y a pas de filières qui sont organisées et cetera, mais on verra que même dans les pays industrialisés, c'est pas brillant, brillant. Et puis il y a d'autres raisons, qui font que ce marché, ces trafics de déchets électroniques, et ben, il est rendu possible ou en tout cas, hem, pas vraiment pas favorisé, oui, rendu possible. Par exemple, le fait qu'on ne fait pas suffisamment de contrôle aux frontières, parce qu'on n'en a pas les moyens. Le fait que les déchetteries sont pas suffisamment protégées, encore que maintenant ça va un peu mieux, mais qu'il y a beaucoup de pillages et de vols. Qu'il y a des vols aussi dans les rues, dans les endroits de France où, dans les grandes villes où les collectes, elles se font, sur le bord de la route et ben, vous voyez souvent des situations où c'est des personnes qui viennent récupérer, un frigo, un truc électronique quelconque, et là, on peut être sûr que si c'est pas les services de la ville qui viennent récupérer les équipements, que ça part pas au bon endroit. OK. Alors, donc là, je vous ai dit une partie des causes directes de ce trafic, des déchets électroniques. Je vais maintenant adresser une deuxième partie où je vais vous parler des conséquences de cet état de fait. La première conséquence, qui est pas forcément la plus importante, d'ailleurs globalement mes trucs ils sont pas rangés dans l'ordre d'importance, c'est qu'il y a des milliards, de dollars qui sont dans la nature et qui, passent dans une économie, qu'on va dire parallèle, où ça alimente encore d'autres trafics, et on est à peu près sûr que ça fait pas du bien à la planète.
Une autre, conséquence, c'est qu'on perd beaucoup de métaux parce que vous voyez, par exemple, dans le documentaire que je vous ai montré, les personnes vont récupérer le cuivre. Peut-être il y a 2-3 endroits où ils vont essayer de récupérer de l'or, mais les dizaines d'autres métaux qui restent, ils vont pas être récupérés et d'une façon générale, de toute façon, on va pas récupérer énormément de métaux. Donc tous ces métaux, qui sont pas récupérés, qui sont donc dispersés dans le sol, dans différentes régions du monde, ça va coûter extrêmement cher d'aller les récupérer si jamais on a un jour les moyens d'aller les récupérer. En tout cas, pour l'instant, ça constitue une perte. Et puis de toute façon, ça c'est une petite parenthèse à ce que je viens de dire, que montre bien ce graphique que vous n'aurez pas le temps de regarder en détail ici, mais vous aurez mes slides. Même si on récupérait tous les métaux, qui sont dans les cartes électroniques, compte tenu du fait, que la demande, en métaux, continue d'augmenter aujourd'hui, on serait quand même obligé d'aller, rechercher des métaux dans les mines. Ça, c'est juste une petite parenthèse pour illustrer le fait que ce qu'on pense habituellement sur, l'économie circulaire, ça peut pas fonctionner dans une économie qui reste en croissance de la demande. Je reviens, à mes conséquences. Donc, voilà une conséquence, nettement plus grave, donc c'est les conséquences sur, la pollution, les pollutions devrait-on dire, de l'air, du sol, de l'eau et cetera. Il faut savoir que donc dans ces déchets-là, dans ce type de déchets-là et c'est pour ça qu'ils sont classés en déchets dangereux, il y a des tas de substances qui sont extrêmement, problématiques pour la santé, qui en plus sont pour une partie d'entre elles bioaccumulables et persistantes. Et qu'aujourd'hui, par rapport à ces sites de recyclage qu'on dit des recyclages informels, en fait, ça s'imprègne dans les sols, dans l'eau et puis ça va polluer même des cultures, à proximité et cetera. Il y a énormément de problèmes de santé autour de ces sites. Et puis donc, une partie des substances, incriminées ici, qui sont d'ailleurs, je vous dis au passage, mais ces substances, elles sont, notamment les métaux lourds, l'arsenic et cetera, c'est évident que ça pollue au moment du traitement des déchets, mais en réalité, ça pollue aussi, au moment de l'extraction des métaux. Puisque toute l'industrie d'extraction des métaux qui se veut un peu vertueuse et qui essaye maintenant plus qu'hier de mettre en place des minimums, environnementaux. En réalité, on sait très bien qu'il y a des ruptures de digues, des tas de problèmes qui font qu'on a des tas de métaux lourds qui se retrouvent dans dans la nature. En conséquence de quoi, tous ces métaux lourds, qui sont bioaccumulables, ils se propagent en se concentrant, le long de la chaîne trophique puisqu'ils ne sont pas éliminables par les individus et donc, vous savez peut-être que, à cause de ce phénomène de bioaccumulation, et bien, des personnes, même des personnes humaines qui mangent beaucoup de phoques et ben, elles se retrouvent il y avait eu des tests sur le lait des femmes, inuits, elles se retrouvent avec un taux de métaux lourds, dans leur lait qui est très important. Voilà, donc ça, c'est toutes les conséquences sur le vivant. Puis après, il y a tout un tas de conséquences sociales aussi, hein, du travail des enfants, d'éducation, de pauvreté, d'exploitation, de conflits et j'en passe et des meilleurs, qui existent, à cette phase du cycle de vie des équipements qui est le traitement des déchets, mais qui existent aussi, à la phase du cycle de vie d'extraction des métaux. En France, on est quand même à 43,3%. Ce qui est pas brillantissime, mais c'est, du coup dans la tranche des 30-50%. Je vous ai mis une petite note, en dessous de ce chiffre parce que c'est quand même intéressant de savoir comment on fait ce calcul. En fait, la directive, D3E, propose maintenant 2 méthodes
pour calculer ce taux de collecte. Donc il y a une première méthode, qui est basée sur, les mises sur le marché des 3 dernières années. Donc on va calculer, combien on en récupère par rapport à tout ce qui a été mis sur le marché pendant les 3 dernières années. Donc, vous voyez bien, par rapport à ce mode de calcul que c'est normal qu'on n'ait pas du 100, ça serait même pas possible parce que ça voudrait dire qu'on garde les équipements, très, très peu de temps. Et l'objectif là avec ce mode de calcul là, c'est quand même 65. C'était 65 l'objectif à atteindre en 2019. Vous voyez qu'on en est quand même loin. Et puis il y a un autre mode de calcul qui est proposé, qui pour le coup est basé sur le gisement, donc qui devrait être un peu plus juste. Mais ça, il n'est pas encore appliqué en France. Une petite remarque aussi par rapport à ces taux de collecte, les taux de collecte, ils sont calculés en poids et du coup, ça peut biaiser un peu les choses parce que quand on a des grands changements, ou par exemple, des gros équipements qui deviennent de plus en plus légers en fait, ou le contraire, ça donne des indications qui peuvent être, relativement fausses. Quoi qu'il en soit, on s'en fiche un peu du chiffre, on retient juste que c'est pas brillantissime et regardons, qu'est-ce qui se passe en fait en France? Où est-ce qu'ils vont ces déchets qui sont pas collectés en France? Alors, il y en a une partie, en fait, qui est juste mal orientée. Enfin, je dis juste, mais c'est quand même un gros problème, hein, parce que normalement, les gens, ils sont censés savoir que quand il y a une poubelle barrée, eh ben, on met pas son déchet n'importe où. Mais malgré ça, il y en a quand même autour de 15 de ces déchets-là qui partent soit dans la poubelle, ménagère, soit dans les encombrants. Dans la poubelle ménagère, c'est les tout petits objets, vous imaginez, mais en moyenne en France, il y en a quand même 1 kilo par habitant par an qui part là-dedans. Et puis il y en a 25 qui partent dans la ferraille et puis on estime que en France, sur tous les déchets qui sont générés, les déchets électroniques, il y en a un peu plus que 15 qui partent en export, légaux ou illégaux. OK, et le reste, ça devient quoi? Alors regardons le côté positif des choses. Donc le reste, il y en a une partie qui est enfouie, donc c'est autour de 6. On appelle ça de l'élimination contrôlée. Il y en a une partie qui fait l'objet de valorisation énergétique, c'est-à-dire qu'on va brûler pour récupérer la chaleur, générée. Il y a une partie qui est conditionnée, mais reconditionnée, mais aujourd'hui c'est entre 1 et 2 en poids, hein, toujours. Et puis il y en a une partie qui est recyclée. Comme je vous ai dit, quand c'est recyclé, quand même dans le meilleur des cas, on ne recycle pas tout. Et puis les plastiques en général, ils sont pas recyclés parce qu'ils contiennent des retardateurs de flamme. Alors il y avait cette question-là, il devient quoi votre, je vais vous montrer ce slide-là. Votre équipement quand vous le jetez, que vous allez dans une déchetterie et que vous le mettez dans la benne des D3E, eh bien donc ça, c'est la collecte. En fait, il va y avoir souvent une première phase de massification où, tous les équipements électriques, électroniques, ils vont être amenés dans un même point. Donc des fois, ça se situe au niveau d'une région quand il n'y a pas suffisamment d'habitants parce que les entreprises qui traitent ces flux, en fait, elles ont besoin d'avoir une certaine quantité pour que ça soit, possible, en fait, de traiter ce type de déchets. Et puis donc dans un premier temps, on va aller démanteler les équipements et puis on va les dépolluer, c'est-à-dire qu'on va enlever, je sais pas, par exemple les piles, on va séparer les différents composants, par exemple, on va enlever, les cartes électroniques et cetera et cetera. Bon ça après, le niveau de détail du démantèlement, ça dépend beaucoup des entreprises, c'est plus ou moins fin en fonction des entreprises. Il y en a qui séparent même, les différents types de processeurs entre eux. Il y en a qui laissent tout ensemble, voilà, donc ça dépend des entreprises, de leur modèle économique. Mais quoi qu'il en soit, à un moment, il y a une phase de broyage des équipements, donc on les met dans des espèces d'énormes machines à laver, qui font des mètres, de haut, puis qui font tourner tout ça, puis ça se casse en plein de morceaux. Puis ensuite, il y a différentes phases. Une première phase où on va récupérer les éléments ferreux et puis ensuite on va séparer les cartes électroniques qui justement contiennent beaucoup de métaux précieux et du coup qui vont faire l'objet d'un traitement, spécifique et puis ensuite on va récupérer les éléments non ferreux et puis enfin les plastiques, par flottaison.
Et puis à la fin du processus, on a ce que vous voyez sur la petite photo en bas, c'est-à-dire, des gros paquets de ce qu'on appelle des fractions, donc fractions de carte électronique ou fractions de ferreux ou et cetera. Et ça va être traité par des usines spécifiques. OK. Donc là, je vous ai, parlé, des facteurs, favorisant le trafic, et cetera. Je vous ai parlé des conséquences, du traitement informel des déchets. Je vous ai donné un petit focus pour la France et là, je voudrais juste, en 5-6 minutes, vous parler aussi des causes indirectes, de l'augmentation de la production d'équipements électriques et électroniques. La première raison, en tout cas une des raisons importantes, c'est les questions d'obsolescence. Il y a plein de formes d'obsolescence différentes. On parle d'obsolescence programmée avec une pièce qui casse prématurément et puis qu'on ne peut pas réparer parce que c'est mal fait. Il y a l'obsolescence technique, par exemple le modèle de la batterie ou le type d'écran qui n'existe plus. L'obsolescence esthétique, hein, qui est très commune, hein, c'est l'effet de démodage en fait. L'obsolescence logicielle avec la nouvelle version du jeu, du système et cetera qui fonctionne pas sur l'ancien équipement et puis l'obsolescence commerciale qui est moins fréquente, mais que malheureusement on voit encore, surtout sur les imprimantes, de la référence commerciale qui a changé. Elle existe encore la pièce, mais la référence commerciale a changé. Alors il y a toutes ces formes d'obsolescence, mais nous dans Eco-Info, on parle plutôt d'obsolescence systémique. Alors pourquoi on parle d'obsolescence systémique? Parce qu'en fait, dans ce système du numérique, en fait, il y a un énorme niveau d'interdépendance entre les matériels, les périphériques, les protocoles, de connexion, les systèmes, les applicatifs et cetera. Tous ces objets-là, tous ces systèmes, en fait, ils sont, mis en place, mis sur le marché par une énorme, quantité d'acteurs différents. C'est un secteur, où il y a énormément d'innovations qui sont indépendantes les unes des autres et à un rythme effréné, avec un esprit de compétition et sur, l'ensemble de la planète. Tout ça fait que, si vous avez un acteur quelque part, un acteur majeur, hein, quand même, qui change quelque chose, donc je vais prendre Apple, par exemple, qui change, à un moment donné, il décide que sa connectique, elle va se modifier ou qu'elle va plus accepter les prises jack ou j'en sais rien, n'importe quoi et ben, vous voyez que ça a des conséquences sur toute une chaîne, en fait, d'acteurs qui doivent s'ajuster, rendant leurs précédents, équipements obsolètes et ça fonctionne par cascade. Ça, c'est une source très, très importante de l'obsolescence et ça, il y avait une personne qui posait la question: «Comment on fait, pour réduire, l'obsolescence?» Ben, vous voyez que du coup, c'est pas simple et qu'on doit forcément agir au niveau, global. On ne peut pas agir sur un seul truc. Alors une autre raison, c'est évidemment une augmentation colossale du nombre d'équipements mis sur le marché et aujourd'hui, on a les objets connectés qui explosent. On compte aujourd'hui qu'il y a à peu près 40 milliards d'objets connectés et ça, c'est pas sur le chemin de diminuer. En tout cas, les acteurs qui font des objets connectés aussi débiles les uns que les autres, ils ont pas envie d'arrêter. Et puis, il y a un autre effet qui est un effet assez macro, qui est l'effet rebond. Alors je vous explique, je vais vite parce qu'on avait décidé de consacrer un peu de temps aux questions. Donc, c'est quoi les effets rebonds? C'est ce qui se passe quand, on optimise, on augmente l'efficacité de quelque chose. Alors ici, je vous ai fait un carré gris, c'est une ressource. Ça peut être, des matériaux, de l'énergie, du temps, n'importe quoi. Imaginons un bien de consommation, qui va utiliser toute cette ressource. Donc là, il y a un certain nombre de biens de consommation, vous voyez, tous le même et à tous ensemble, ils consomment toute cette ressource. Et on fait une optimisation sur ce bien de consommation qui, vous voyez, du coup, il y en a le même nombre, mais ils consomment, beaucoup moins de la ressource et du coup, la question, c'est, ben, qu'est-ce qu'on fait du reste de cette ressource? Et la réponse de notre société actuelle, c'est que on fait plus de la même chose, voire on a besoin de plus de ressources pour faire plus de la même chose,
ou alors on profite des gains de ressources pour faire autre chose. Et ça, c'est un effet qui est directement, lié, à notre système économique productiviste et puis, basé sur de la croissance en fait, actuellement ça fonctionne comme ça et ça génère, évidemment énormément d'impacts, environnementaux et qui n'arrêtent pas de croître même, vous voyez, quand on cherche à optimiser quelque chose et ça c'est vrai, pour, le numérique directement, mais c'est vrai aussi pour, le numérique quand il est utilisé dans d'autres secteurs que le numérique, y compris l'agriculture. Et puis, pour aller encore plus loin et ben, ça rejoint d'ailleurs, ce que je viens de dire, c'est que le numérique aujourd'hui, il est utilisé au service de l'optimisation et de l'accélération essentiellement. C'est le principal usage du numérique, outre ce qu'on en fait chez nous à regarder des vidéos et que sais-je, et à communiquer entre nous. Mais quand même, c'est ça l'objet du numérique et donc le numérique aujourd'hui, voyez bien que fût-il sobre, il n'est pas utilisé, pour, essentiellement pour, devenir sobre dans d'autres secteurs. En tout cas pas essentiellement. Alors, je conclus, je suis désolée, je suis allée un peu vite. Donc ma conclusion là, elle est en 4 points, puis après j'ai une autre slide de conclusion. Donc, se rappeler que la situation environnementale, elle est dramatique et pas seulement pour le climat. Qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier et puis la COP27 est une excellente illustration du fait que les pays occidentaux, le monde économique et cetera, ils sont pas à la hauteur des enjeux, même s'il y a des progrès, même si on peut constater quelques avancées législatives. Or, chaque décision compte, chaque année est critique pour baisser drastiquement non seulement nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi nos déchets, les pollutions, les autres impacts. Et donc, il faut changer de paradigme, il faut revisiter nos fonctionnements, revoir nos valeurs pour, pour construire ensemble avec une vision systémique des conditions dignes de vie sur terre. Et je voudrais conclure de ma conclusion qu'il faut toujours qu'on se souvienne, nous, dans l'enseignement supérieur recherche, que sur cette planète, on fait quand même partie des plus riches, on fait partie des gens les plus instruits, qu'on sait qu'il y a un problème, qu'on sait qu'il y a un gros problème, qu'on a un statut extrêmement favorable pour la plupart d'entre nous et que ça nous oblige vraiment. Et j'insisterai en disant que les centres de recherche, les universités, les grandes écoles, on a une responsabilité majeure auprès des étudiants, du grand public et des instances décisionnelles et qu'on ne peut pas juste regarder ce qui se passe sans rien faire. Et ça, c'est l'objet de mon engagement. Et je vous remercie et on a maintenant un temps pour les questions. Merci beaucoup Françoise. Effectivement, on a 40 minutes à peu près pour prendre vos questions. Les métaux sont-ils séparables des plastiques et ces derniers sont-ils réellement recyclables étant donné leur taux probable de contamination? Est-ce que tu as une partie de la réponse? Les plastiques, oui, sont séparables des métaux quand les métaux sont en concentration suffisamment forte dans le plastique. Après, le problème des plastiques, des déchets électriques et électroniques, c'est pas tellement les métaux, c'est les retardateurs de flamme en fait. C'est ça qui fait essentiellement que les plastiques de ce type d'équipement, ils sont pas recyclables. Je poursuis sur la question de Jacques Méry juste en dessous, liée justement à l'usage du numérique, notre comportement en tant qu'utilisateur du numérique. Est-ce que les conseils qu'on peut donner, qu'on peut utiliser au quotidien, par exemple couper la vidéo dans la visioconférence, etc., est-ce que ça a vraiment un impact sur l'environnement et sur la préservation entre guillemets de la planète, ou comme le dit Jacques, est-ce que c'est peanuts? Alors ça rejoint un certain nombre de questions des post-it. Est-ce que le mail, ça a vraiment un impact, etc. Tout ce qu'on fait, ça a un impact. Réduire la qualité de la vidéo que vous regardez sur Internet, en soi, tout seul, pris isolément de tout, si vous faisiez que ça dans votre vie,
ça n'a pas un énorme impact, même c'est peanuts en effet, comme vous dites. Sauf que s'inscrire dans une démarche de sobriété sur un point, en général, les gens, au début, ça commence comme ça, et puis ensuite, ils inscrivent cette démarche de sobriété dans plus d'actions. Donc ça, déjà, un titre individuel, en général, ça reste pas sur une petite action isolée. Ah, merci. Et puis surtout, il y a un effet de masse. Donc quand tout le monde, par exemple, si tous les habitants de la Terre décidaient qu'à partir de maintenant, ils veulent plus de 4K, ils veulent pas regarder les vidéos en 4K, donc ils n'achèteraient pas des écrans en 4K, eh bien forcément ça aurait un impact sur la construction des écrans 4K, 8K, gna. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que pris individuellement, c'est une toute petite goutte, mais déjà individuellement, vous vous inscrivez dans une démarche plus globale en général, et puis ensuite, globalement, ça finit par avoir un impact. Après, est-ce que ça sera suffisant? Non. Je pense que j'ai été suffisamment explicite dans mon exposé pour dire que, quand même une des sources du problème, c'est notre modèle, économique qui est construit de façon à pousser à la croissance, à la consommation, et cetera, et cetera. Donc c'est sûr qu'il faut agir là-dessus, mais chacun agit là où il peut, et c'est très important que chacun puisse quand même faire des choses. Donc je dirais jamais que, ne pas envoyer de mail, ça sert à rien. Non, tout sert. D'escrime, est-ce que les filières financées par la REP, responsabilité élargie des producteurs, est-elle fiable? Est-ce que ces filières sont fiables? Est-ce que ça vous Oui, parle? Ouais. oui, oui, oui. Oui, c'est l'esprit de la directive des 3 E, c'est justement de rendre les producteurs, plus responsables. Donc il y a un grand nombre de choses qui ont été mises en place en France. Ça passe, vous voyez, par exemple, ça s'illustre par l'écotaxe que vous payez quand vous achetez un équipement numérique, et puis, ça passe par les grands éco-organismes comme Écologiques ou Écosystèmes, qui sont les éco-organismes en charge de mise en place de tout le traitement. Évidemment, c'est pas 100 fiable, mais il y a rien qui est 100 fiable. Parce que, il peut y avoir des fuites à des endroits, parce qu'une déchetterie est pas assez bien protégée ou quoi. Mais globalement, c'est quand même des organismes qui sont sérieux. Mmh. Comment concilier justement, cette nécessaire, sobriété au niveau du numérique, avec, les travaux de recherche qui parfois nécessitent, comme vous le disiez, une accélération, une innovation, pour, aller sur des matériaux et des appareils plus performants? Parce qu'on arrive sur un paradoxe. Comment être efficace dans la recherche si on ne peut pas utiliser des process qui sont impactants pour l'environnement? Ouais, non, mais j'entends ça, et puis, c'est sûr qu'un accélérateur de particules, pour qu'il soit sobre, ça va être compliqué, va falloir le démanteler. Mais même, dans le type d'équipement qu'utilisent les chercheurs, franchement, il y a une grosse marge de progrès. Il y a des chercheurs aujourd'hui, pas que des chercheurs, hein, je veux dire des personnels de l'enseignement supérieur de la recherche, pas forcément à l'INRAE, hein, mais qui, changent d'ordinateur tous les 3 ans parce que, ils achètent des ordinateurs qui ont une garantie de 3 ans. Mais franchement, ça, c'est juste un scandale. D'une part parce que dans Matinfo 5, les équipements, ils peuvent être achetés avec des garanties de 7 ans. Et d'autre part parce que, à un prix vraiment défiant toute concurrence, et d'autre part parce qu'un équipement, au bout de 3 ans, il fonctionne encore très, très bien. Les machines de calcul qu'on utilise dans les mésocentres et même dans les grands centres de calcul, on les garde plus que 3 ans. On les garde, maintenant, 7 ans, 8 ans. Je veux dire, on change, ça change dans les grands centres, dans l'utilisation qu'on fait du numérique, il y a des choses qui changent. Même, vous voyez, par exemple, j'avais entendu parler de l'IPSL. Donc l'IPSL, c'est un labo qui fait énormément de simulations numériques, puisqu'ils font une partie des simulations numériques nécessaires pour le GIEC.
Donc ils auraient toute justification pour lancer des tas de simulations. Et ben, ils ont quand même fait un travail en interne pour voir, à optimiser ce qu'ils faisaient, ne pas lancer 2 fois les mêmes simulations, réfléchir à ce qu'on fait et cetera et ça fait des économies. Donc en fait, je pense que, même dans la recherche, il y a moyen d'avoir des leviers de réduction de nos impacts. Significativement. Aussi, regardez, de toute façon, dans la recherche, c'est pas le numérique qui impacte le plus, hein. Dans la recherche, c'est les missions qui impactent le plus. C'est les déplacements en avion. Donc là aussi, il y a énormément de progrès à faire. Il y a des missions à regrouper, il y a des missions qu'on peut faire en visio, alors avec toutes les difficultés que ça peut poser et puis j'en ai même parlé moi au début. Donc il faut trouver le juste milieu, mais il y a moyen. Françoise, j'ai vu qu'il y avait deux questions sur la 5G. Quel est son impact? Est-ce que vous avez déjà des éléments là-dessus? Et est-ce qu'elle va pas favoriser l'obsolescence justement de nos matériaux demain? Enfin, de nos pas de matériaux, mais de nos supports, on va dire, smartphones, etc. Évidemment, évidemment. C'est un des problèmes de la 5G. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui se sont élevés contre le souhait de mettre en place de la 5G parce qu'il y a un effet rebond évident. C'est-à-dire que la 5G, si vous voulez, pour transporter 1 gigaoctet de données, c'est plus performant énergétiquement. Mais sauf que précisément la 5G, elle a été mise au point pour pouvoir plus communiquer, pour pouvoir, plus mettre en lien des tas d'objets connectés de partout, des tas de choses partout. Donc il va y avoir un effet rebond massif. Moi, j'ai pas de chiffres actuellement, sur, à combien on en est. Je pense que c'est pas suffisamment déployé encore. Mais vous voyez qu'il va y avoir ça d'un côté, donc on va augmenter notre consommation d'énergie. Puis de l'autre côté, effectivement, ça va rendre des objets obsolètes. Regardez déjà aujourd'hui, il y a un truc qui se passe, je ne sais pas si vous avez remarqué sur vos téléphones. Donc si vous avez des téléphones, des smartphones, pas très récents, hem, et ben, des fois, selon où vous êtes en France, vous n'arrivez pas à avoir vos SMS de base, hein, des bêtes SMS avec juste du texte, si vous n'êtes pas connecté à internet et ça, c'est parce qu'il y a, au fur et à mesure qu'ils mettent en place des nouveaux, réseaux de communication et ben, ils suppriment, certains réseaux qui sont très vieux ou peu utilisés et là, aujourd'hui, là, s'ils continuent comme ça, on peut imaginer que dans quelques années, on ne pourra plus envoyer de SMS, avec les réseaux habituels. Et ça sera pareil, le développement de la 5G, ça veut dire qu'ils vont petit à petit, dans certains endroits, supprimer la 3G. Donc ça va rendre des trucs obsolètes, c'est sûr, c'est sûr. Pour aller un peu plus sur les perspectives et ce que peuvent faire nos gouvernants pour faire changer les choses, par rapport au sondage que vous avez posé aux participants sur le taux de collecte, comment on fait pour mieux collecter, comment l'impulsion politique et publique peut venir pour mieux collecter, mieux recycler ces déchets? Parce qu'on a bien compris qu'on allait quand même sur une pente ascendante, mais est-ce que la collecte et le recyclage peut être amélioré dès à présent avec des actes politiques? Parce que c'est une question aussi qui revient dans les post-it. En fait, alors bon, moi j'ai pas réponse à tout non plus, hein, mais il me semble que une des voies, c'est l'information, l'éducation, je dirais. Vraiment parce que je vous l'ai dit, 1 kilo par habitant par an dans la poubelle, ménagère, ça veut dire qu'il faut que les messages sur le fait qu'il faut pas mettre dans la poubelle, ils soient beaucoup plus clairs sur les objets qu'on achète. Il faut que les déchetteries, les lieux de dépôt de déchets électriques, électroniques, ils soient plus facilement identifiables par les gens. Parce que vous avez des régions en France où c'est facile, genre les villes moyennes où la déchetterie est facile d'accès. Mais dès qu'on est dans des endroits qui sont un peu, très perdus ou dès qu'on est dans des villes très, très denses, en fait, c'est beaucoup moins simple pour les gens d'aller dans une déchetterie ou d'aller dans une grande surface pour déposer leurs déchets électroniques. Donc tout ça, ça nécessite de mettre en place des
enfin, d'augmenter l'infrastructure de collecte, en fait, et puis d'augmenter l'information. Il y a déjà eu, alors pour donner quand même une note positive, en tout cas en France, il y a quand même depuis, je sais pas, je dirais 3-4 ans, les éco-organismes, ils font de la communication à propos de ça. Donc ça en prend le chemin, mais c'est sûr qu'on n'est pas très bon, hein, en Europe, hein. On est dans les 10 derniers, hein. Je veux dire la France en Europe et dans les 10 Ouais, derniers. ouais, peut-être 15 derniers, mais on n'est pas très bon. On n'est pas dans les premiers en tout cas, largement pas. Est-ce que les logiciels open source, enfin libres, peuvent être une alternative positive justement à cette réduction de l'impact du numérique, ou est-ce que pareil, c'est pas suffisant d'utiliser uniquement des logiciels libres, il faut aller plus loin? Bah, déjà, je dirais, que déjà c'est pas suffisant, ça c'est sûr, parce qu'il y a des choses à changer à plus haut niveau. Mais quand même, ce qu'ils peuvent apporter les logiciels libres, s'ils sont, créés dans une, perspective de sobriété et donc d'utilisation moindre des ressources, c'est faire en sorte qu'un équipement, numérique, il puisse vraiment être utilisable beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un portable, qui a 8-9 ans, et ben, on va pouvoir lui installer Linux et puis que ça va permettre d'augmenter sa durée de vie. Mais ça fonctionne si, les gens et puis les entreprises qui participent à développer les logiciels libres, ils se mettent dans une perspective complètement différente. Là où j'ai un petit peu une inquiétude, c'est qu'aujourd'hui sur les grands systèmes, par exemple Linux, les logiciels libres, ils sont quand même si le code il est ouvert et tout ça, ils sont quand même essentiellement développés, par des gens qui sont payés pour faire ça dans des entreprises. Et du coup, je sais pas s'ils ont vraiment en tête de faire en sorte que ça utilise moins de ressources. Alors, une question un peu consommation, je ne sais pas si vous avez les clés. Mais demain, si on doit acheter un ordinateur, quels critères de choix pour acheter un ordinateur? Parce que c'est compliqué en fait de choisir après, une fois qu'on a votre exposé en tête, comment faire pour avoir une bonne consommation, entre guillemets, du coup. Alors ça dépend si vous l'achetez, l'ordinateur à titre professionnel ou à titre privé. Donc je vais commencer par le professionnel. Donc si vous l'achetez à titre professionnel, en fait, je pense que vous avez accès au marché Matinfo. Et donc dans le marché Matinfo, moi maintenant je fais plus partie du groupe, des environnement du marché Matinfo, mais pendant 10 ans j'ai fait partie de ce groupe-là. Et du coup, on a positionné des critères, assez forts, après tout est relatif, hein, pour sélectionner des entreprises qui vendaient du matériel qu'on jugeait le moins impactant que les autres. Voilà. Donc déjà, si vous achetez sur Matinfo et que vous achetez un équipement avec une garantie de 7 ans, déjà c'est vraiment bien. Parce que l'impact, si vous regardez l'impact d'un smartphone ou d'un ordinateur, qui est utilisé en France, en fait, enfin de à peu près tous les équipements, numériques, l'impact majeur, il est à la fabrication. Ça veut dire que le truc que vous pouvez faire le mieux vraiment, le mieux du mieux, avant tout le reste des trucs qu'on a dit, à titre individuel, c'est faire garder vraiment votre truc longtemps. Donc, soit à titre professionnel, acheter avec une garantie de 7 ans et puis faire en sorte même de le garder vraiment 7 ans et puis de le faire durer. À l'échelle de l'organisme, eh ben, c'est mettre en place des process pour que on se mette à réparer les ordinateurs au lieu de les changer juste quand ils sont cassés, mais ça, c'est l'établissement qui doit le mettre en place. Et puis à l'échelle individuelle, donc comme les équipements, que vous pouvez acheter à titre individuel, en général, c'est pas de la gamme professionnelle. Moi, mon conseil que je m'applique à moi-même, c'est à titre individuel d'acheter des équipements pro reconditionnés parce qu'ils sont plus solides, que les équipements, qui sont pas pro.
Vous avez répondu un peu dans votre, enfin même beaucoup dans votre présentation sur l'obsolescence programmée, mais si je comprends bien, parce qu'il y a des questions, il y a énormément de questions là-dessus. Si je comprends bien, il n'y a pas une manière de lutter contre l'obsolescence programmée, c'est tout un tas d'actions qui est nécessaire à mettre en place. À notre niveau, on n'a pas la réponse pour lutter contre l'obsolescence. C'est plus large que ça. Bah, au niveau individuel, en fait, pour lutter contre l'obsolescence, alors ça dépend de quoi, mais si on parle d'un ordinateur ou d'un smartphone, et ben, le meilleur truc qu'on a à faire, c'est, éviter, de faire sans arrêt des mises à jour, sauf les mises à jour sécurité qui sont indispensables. Mais pour le reste, éviter de faire sans arrêt des mises à jour qui apportent pas forcément grand-chose. Donc j'exclus les mises à jour sécurité qui sont obligatoires, hein. Mais voyez, par exemple, sur un smartphone, au plus vous allez installer d'applications, au plus, vous allez utiliser le smartphone. Puis à un moment, il y a des gens, ils savent pas enlever des applications qui sont sur le smartphone, donc à un moment, ça marche plus et du coup, ils en changent. Du coup, sur ce type d'équipement, pour limiter l'obsolescence, donc il faut agir sur le plan du logiciel. Et puis l'autre façon d'agir sur ce type d'équipement, c'est de les protéger. Parce que mine de rien, ces équipements, c'est des vrais bijoux technologiques. Quand vous avez je sais pas, un bijou en or ou un truc, vous faites bien attention de le protéger. Ben, en fait, on devrait se comporter de la même façon avec ce type d'équipement, avoir des pochettes, des sacoches, pour les ordinateurs, avoir, systématiquement une vitre de protection pour le smartphone, un protège-machin, tout ça, parce que c'est comme ça qu'on les protégera, en fait. Puis après, ça, c'est des démarches individuelles. Sur le plan collectif, c'est à l'échelle de l'établissement que ça peut peut-être se faire, de limiter l'obsolescence. Par exemple, un établissement, il peut éviter d'imposer un nouveau logiciel, un nouvel applicatif qui nécessite plus de bande passante ou plus de ressources, et cetera. C'est-à-dire au niveau de l'établissement, quand l'établissement fait par exemple, des cahiers des charges pour faire je sais pas quoi, tel développement je dis n'importe quoi, hein, de gestion des congés, et ben, il peut spécifier, c'est certainement un mauvais exemple, littéralement, mais ça illustre quand même bien. Il peut imposer, dans son cahier des charges que, la nouvelle version ou la version doit pouvoir tourner sur un ordinateur en imposant quelque chose, assez bas de gamme, et puis qu'il ne devra pas nécessiter de nouvelles ressources, et cetera, et cetera. Il y a quand même moyen, quand on est l'établissement, de limiter l'obsolescence des postes de travail des agents. Comment sont gérés les déchets du marché Matinfo? Alors, Matinfo, il propose une solution de gestion des déchets, mais c'est pas obligatoire. Les organisations peuvent, choisir, un autre, prestataire. Notre conseil, c'est évidemment que le prestataire, il doit être, relié, d'une façon plus ou moins proche à un des 2 éco-organismes qui gèrent les déchets, professionnels, à savoir écologique ou écosystème. Question, comment agir en tant que chercheur sans que ça passe pour du militantisme? Moi, je crois que les chercheurs, quoi qu'ils fassent, c'est politique. Du coup, on va pas appeler ça militantisme, mais ils sont quand même politiques. Même un chercheur qui, je m'excuse, hein, je vais reprendre encore un même exemple, mais même un chercheur qui développerait une solution d'IA pour, améliorer la productivité ou améliorer, les conditions, pour que pousse mieux le maïs, et ben, c'est politique, puisqu'il pourrait au contraire choisir, d'aller vers, une autre forme de recherche qui serait aussi politique d'ailleurs. Du coup, moi, c'est ce que je réponds toujours quand on m'accuse, d'avoir, hem, une action, militante, et je dis que non seulement ça, mais qu'aujourd'hui, les chercheurs qui ont une responsabilité, et il y a toujours la slide là d'ailleurs, et ben, ils devraient être encore plus, parce que c'est quand même leur rôle
d'aller vers une plus d'action auprès du grand public.